Bonsoir, bienvenue à vous en direct sur Public Sénat, votre émission pour aller plus loin ce soir. Et le bilan s'alourdit à 3 morts après une avalanche aux Deux-Alpes en Isère. 2 élèves et un skieur ukrainien extérieur au groupe de lycéens sont décédés. Les détails dans le journal à suivre. François Hollande juge insupportable que les citoyens français aient à se cacher pour porter une kippa. Le débat est vif au sein de la communauté juive et au-delà, il touche à toutes nos libertés. On en parle avec nos invités, le philosophe Yves-Charles Zarka, l'éditorialiste Yvan Rioufol et l'écrivain Marek Elter. La lutte contre le gaspillage alimentaire en discussion au Sénat. Après l'Assemblée, la Chambre haute devrait adopter le texte interdisant aux grandes et moyennes surfaces de jeter les invendus alimentaires. C'est une première et c'est le thème de notre débat tout à l'heure. Enfin, l'entretien avec mon invité, il parle sans langue de bois, des religions, de leur histoire et du pape, le sociologue Olivier Bobineau, en notre compagnie tout à l'heure. Voilà donc pour le programme. Tout de suite, les repères de l'actualité, c'est avec Paul Bouffard. Bonsoir à tous. Et avant de développer l'actualité politique, cette avalanche meurtrière en Isère sur la station des Deux-Alpes. 3 personnes ont perdu la vie. Parmi les victimes, des élèves du groupe scolaire lyonnais Saint-Exupéry. La 3e victime est un Ukrainien extérieur au groupe. La coulée de neige s'est déclenchée sur une piste noire censée être fermée. François Hollande a exprimé ce soir la solidarité de toute la nation. La polémique sur le port de la kippa après l'agression d'un enseignant de confession juive à Marseille et l'appel très critiqué de retirer la kippa provisoirement. Les politiques se sont emparés du débat. François Hollande a pris position ce soir sur la question. Les explications avec Solène Nicolas. L'agresseur présumé de l'enseignant juif à Marseille est désormais mis en examen pour tentative d'assassinat aggravé. Toute la journée, le débat s'est développé autour de l'opportunité du port de la kippa. Ce soir, devant les corps constitués, François Hollande n'a pas caché sa colère. Il est insupportable dans notre pays que des citoyens se voient inquiétés, agressés, frappés en raison de leur choix religieux. Il est insupportable qu'ils puissent en tirer la conclusion qu'il faudrait se cacher. Plus tôt dans la journée, 2 députés se sont présentés à l'Assemblée coiffés d'une kippa en soutien à l'enseignant agressé. Ce soutien, le président du consistoire israélite de France souhaite qu'il s'étende à l'ensemble de la société française. Je souhaite que ce ne soit pas le président du consistoire ou un juif responsable de la communauté qui appelle à ce que j'ai appelé « touche pas à ma kippa ». Je pense que ça serait bien que ce soit un élan national, un élan citoyen qui soit « touche pas à ma kippa », c'est tout simplement « touche pas à ma liberté ». Cette agression a ravivé les inquiétudes au sein de la communauté juive, en particulier à Marseille, où a eu lieu l'agression. C'est une première depuis les attentats de novembre, la dissolution d'associations cultuelles liées à une mosquée à Lagny-sur-Marne en région parisienne. 3 associations qui avaient été fermées en décembre. Leurs dirigeants sont accusés d'avoir appelé à la haine et au djihad. On écoute Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur. Il n'y a pas de place dans la République pour des structures qui provoquent, appellent au terrorisme ou appellent à la haine. Et toujours en matière de lutte contre le terrorisme, le Sénat a fait des propositions. La commission des lois envisage de durcir l'arsenal juridique déjà existant. Les détails avec Louis Sibyl. Principale mesure de ce texte, le parquet pourrait autoriser la mise sur écoute et saisir plus facilement des données informatiques comme des courriels. Ce qu'apporte cette proposition de loi, c'est qu'elle touche non pas au pouvoir de la police, comme la loi sur le renseignement ou la loi sur l'état d'urgence, mais elle touche au pouvoir de la justice, tant du point de vue des enquêtes qui sont conduites par les procureurs, que je souhaite faciliter, que du point de vue de la répression des délits et des crimes terroristes. Les peines seraient également plus sévères. 15 ans de prison pour association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste, 2 ans pour consultation habituelle de sites djihadistes. Certains parlementaires veulent aller plus loin, inscrire l'indépendance du parquet dans la Constitution. Je crois que c'est absolument nécessaire parce que la France se fait condamner très souvent par la Cour européenne des droits de l'homme au motif que son parquet ne serait pas suffisamment indépendant en droit. Le parquet pourrait enfin faire des perquisitions de nuit. Les sénateurs de droite et du centre veulent aller vite avec un texte qui a valeur de contre-proposition au gouvernement.
Et puis ce soir, le président de la République présentait ses vœux au corps constitué et au bureau des assemblées. L'occasion pour François Hollande de livrer sa vision de l'organisation de l'État et des territoires. Julie Hulin. Plus d'efficacité et plus de rigueur, c'est ce que souhaite François Hollande. S'il s'est félicité d'un taux d'application des lois qui serait en forte augmentation, il en appelle à une accélération des procédures de travail parlementaire pour que les décrets d'application des lois soient pris plus rapidement. Invoquant un État qui doit changer et se moderniser, François Hollande s'est aussi félicité de la nouvelle organisation territoriale. Réforme qui va se poursuivre avec la mise en œuvre de la nouvelle carte intercommunale au 1er janvier 2017. Moderniser également en simplifiant, avec le retour du choc de simplification lancé en 2013. Le président souhaite amplifier ce mouvement et l'appliquer dans tous les domaines. Il a d'ailleurs confirmé la future mise en place du prélèvement à la source des impôts. Enfin, François Hollande a suggéré mercredi d'inclure la réforme du Conseil supérieur de la magistrature dans la révision constitutionnelle prévue dans les prochaines semaines. Une réforme abandonnée en 2013 qui nécessitera un compromis entre les deux assemblées. Au Sénat, ce matin, Gérard Larcher a donné des précisions sur l'organisation de la primaire à droite et au centre pour 2017. Il souhaite qu'elle soit équitable, transparente et claire. Il a aussi apporté des précisions sur le nombre de bureaux de vote nécessaires pour cette consultation. On l'écoute tout de suite. Pour ce qui concerne les Républicains, primaire ouverte à la droite et au centre, nous avons d'ores et déjà arrêté le nombre de bureaux de vote hier. 10 337 si ma mémoire est exacte. Nous avons déjà arrêté une première liste qui représente un petit tiers des responsables départementaux. Et tout le monde est d'accord. Et je suis en mission exploratoire pour 2 ou 3 cas. Autre information livrée par le président du Sénat, 14 parlementaires seront sanctionnés de 2 100 € pour absentéisme. Il manquait un peu trop à l'appel. Je vous rappelle que ces sanctions sont entrées en vigueur au Sénat depuis le 1er octobre. Tout de suite, vos invités, Sonia, liberté de porter sa kippa. Le débat est vif au sein de la communauté juive et au-delà, il pose la question de nos libertés. Liberté de porter une kippa, liberté de pratiquer son culte, liberté de vivre, tout simplement, comme on l'entend. Alors comment fait-on aujourd'hui? La menace terroriste contraint nos comportements et réduit nos libertés. Entre sécurité et renoncement, quel est le juste équilibre pour vivre et ne pas donner raison aux terroristes? Le débat et l'analyse avec nos invités ce soir. Yves-Charles Zarka, bonsoir et bienvenue. Vous êtes philosophe, professeur de philosophie politique à la Sorbonne et directeur de la revue Cité. Nous accompagne également ce soir Marie Calter, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, écrivain, auteur de nombreux ouvrages dont le dernier en date s'intitule « Réconciliez-vous » aux éditions Robert Laffont. Avec nous également Yvan Rioufol, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes éditorialiste au Figaro et essayiste. Alors messieurs, François Hollande juge insupportable de devoir se cacher. Il l'a dit, Marie Calter, mais le débat est partagé, en tous les cas dans la communauté juive, entre nécessité de se protéger et volonté de ne pas céder aux terroristes. C'est très difficile de trouver un juste milieu. Quel est votre avis? Bon, François Hollande a raison. Non, je pense que Tzvi Omar, qui est président, je crois, du consistoire de Marseille, 70 000 juifs, les juifs sont à Marseille depuis 2000 ans. Depuis l'époque romaine, vous vous rendez compte, nous sommes là. Pour ceux qui ne savent pas, il faudrait qu'ils aillent devant Notre-Dame de Paris, la plus fameuse des cathédrales, sur la façade, 28 figures, 28 rois d'Israël. On est là, c'est-à-dire on fait partie du paysage. Qu'à l'époque d'occupation, il fallait se cacher, nous savons. C'est-à-dire les Juifs risquaient leur vie si on les attrapait en tant que Juifs. Depuis la libération, depuis que la démocratie, la République s'est installée en France, il n'y avait pas ce problème. Alors, c'est vrai, dire que c'est inadmissible, ce n'est pas suffisant. La question se pose, quoi faire? Est-ce que nous étions assez clairs? Est-ce qu'on a assez expliqué? Est-ce qu'on n'a pas essayé d'être en Qui est ce on? Qui est ce nous, la société civile,
politiques, vous les journalistes, dire des choses. Il ne faut pas avoir peur que mes amis musulmans se sentent agressés ou mes amis juifs se sentent agressés. On peut dire la vérité aux gens. Moi, j'ai dit aux musulmans, j'attends qu'ils descendent dans la rue pour protester hein, contre ceux qui salissent l'image de l'islam. J'attends, en 83, j'ai participé à la marche de Beurre. Alors, 83 marches de Beurre. J'aimerais avoir une marche des musulmans contre Daesh. On va parler de ces différents thèmes. Je reste encore une fois sur l'agression et ses conséquences. Yves-Charles Zarka, de quoi cette polémique? Parce qu'il y a un débat. Et révélatrice, selon vous, qu'est-ce qu'il montre? Est-ce qu'il montre notre peur de nous laisser entraîner sur la pente des renoncements, doucement, mais sûrement? Sûrement. C'est ce à quoi il faut résister. Il ne faut pas se laisser intimidé par une situation qui en elle-même est objectivement intimidante. C'est ça le problème. Alors je voulais dire que finalement le problème s'est concentré autour de la réaction du président du consistoire de Marseille qui avait donné le conseil de cacher la kippa sous un chapeau ou de ne pas en porter provisoirement, etc. Et donc ça, c'est devenu le problème essentiel. Mais il me semble que ce problème essentiel, il masque la réalité des choses. C'est-à-dire qu'il y a un climat en dessous. Il y a un climat, c'est pas par hasard qu'un jour, il y a un qui est venu avec une machette et qui a tapé un type parce qu'il avait une kippa sur la tête. Par-dessus machette, il allait dans une école juive, ce qui a aggravé son cas. Donc il y a un climat qui n'est pas bon, qui est très mauvais. Que le président de la République dise ce qu'il a à dire, c'est son rôle. Il a eu raison de dire ce qu'il a à dire. Mais le problème, c'est qu'il y a un climat qui est mauvais, qui rend possible de tels actes. Cet acte-là, il est extrême. On en a vu d'autres, de terrorisme, de meurtre, de Mera et compagnie. Mais c'est que dans la société, il y a un truc qui ne va pas. Je ne dis pas dans la société en général, mais qui ne va pas. Et bon, si vous voulez demander les solutions qu'on peut apporter à ça. Justement, parce qu'on n'arrête pas de clamer Yves-Charles Zarka, à juste titre, qu'il faut résister. Et au-delà, qu'est-ce qu'on fait? Attendez, je veux dire, il faut faire aussi la distinction entre le fait qu'une personne, il faut se mettre à la place des gens. Si je portais la kippa, par exemple, moi, que je marchais dans la rue, j'aurais à tout moment le risque de me faire insulter, au moins, voire de me faire cracher dessus. Donc ça, c'est pas... Bon. Deuxièmement, il y a le fait de principe. Il ne faut pas se soumettre il ne faut pas, céder du terrain à ceux qui veulent qu'on cède du terrain. Donc il y a une contradiction entre les deux, mais il faut voir la contradiction. C'est pas simple, on peut pas dire je suis là d'un côté ou de l'autre côté. Et donc c'est une tension. Deuxièmement, je voulais vous dire qu'il y a aussi des choses à faire. Je veux dire, on le dit souvent, mais c'est vrai. Il faut que la dimension pédagogique de l'école porte directement là-dessus. Je veux qu'on en parle, puisqu'il y a différents thèmes. Il y a la pédagogie de l'école, mais restons quand même sur les mots et les actes. Encore ce soir, Yvan Rioufol, pour faire un premier tour de table. Quelle est votre réaction après les premiers mots, enfin ces mots de François Hollande? Évidemment, c'est une condamnation. Évidemment, il dit que c'est insupportable que des Français aient à se cacher. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Est-ce que, comme Yves-Charles Zarka, vous dites, et maintenant, et les actes? L'aveuglement est notre faiblesse. Il faut naturellement résister, mais il faut savoir à quoi il faut résister. Je pense qu'il faut résister à deux choses. Il faut résister tout d'abord à ceux qui ont mené à cette société, parce que ce qui se passe là est le produit d'une société fragmentée, multiculturelle, qui a sacralisé les minorités. Et c'est également le produit d'une idéologie salafiste, d'un nouveau totalitarisme, qui s'est exprimé à travers l'antisémitisme depuis maintenant 20 ans et que l'on n'a pas voulu voir pour ne pas faire le jeu du Front National et pour ne pas stigmatiser les uns ou les autres. Et donc, il faut d'abord, si on doit résister, c'est d'abord résister face à nous-mêmes, c'est-à-dire à tous ceux qui ont cautionné passivement ou pas cette société épouvantable que l'on nous a vendue comme étant... Cautionner, est-ce que le mot n'est pas un peu cautionner, fort? puisque ça n'a jamais été débattu. Nous ne sommes pas complices de... Oui. Je ne l'ai pas cautionné, mais enfin, cette société est là, donc elle a convenu à ceux qui ont à chaque fois réélu ceux qui les ont avalisés. Et donc, il y a un procès à ouvrir, me semble-t-il, un procès naturellement symbolique à ouvrir à tous ceux qui ont mené à cette société multiculturelle qui est pour moi un désastre, et qui naturellement attise toutes les... Elle est là, pardonnez-moi. Quelle est la solution? La solution est déjà de voir qu'elle est là et que c'est elle qui est une des causes de ceci. Et l'autre cause qui est naturellement à prendre en compte, c'est de bien
désigner, ce qui n'est pas fait, en tout cas par les autorités, singulièrement pas par le président de la République, ce qu'est ce salafisme. Alors moi, je veux en parler de ça. Désigner, qui est une idéologie totalitaire qui nous menace aujourd'hui. Prenons le cas de cet agresseur qui donc s'est attaqué à ce professeur français juif. On a dit dans les médias, mais on s'est même étonné, c'est un bon élève. Comme si on s'est étonné qu'il n'y avait pas de problèmes sociaux, qu'il n'y avait pas des problèmes plus importants. Est-ce que cela masque aussi la réalité? Le facteur sociologique n'explique pas tout, et au contraire même. C'est important ce que vous dites, parce que c'est un membre de 16 ans, turc, musulman. Il n'est pas radicalisé, le mot qu'on aime bien. Il n'est pas allé à la mosquée. Personne ne lui a expliqué que le juif est un ennemi. Il n'a pas d'objectif dans la vie. Ces objectifs que nous, on aurait dû lui donner, il n'a pas. Il n'a pas d'idéologie, il n'a pas de perspective, on ne lui propose pas une aventure. Il ouvre son net, il voyage sur les réseaux sociaux et il cherche une aventure. Et il trouve l'aventure. Et il comprend très vite que s'il s'attaquait à un juif, il deviendra un héros aux yeux des milliers de mômes avec qui il est en contact. C'est tout. Il ne veut pas faire des révolutions. Il ne sait même pas ce que c'est qu'un juif. C'est là la faille. C'est notre faille. C'est nous que nous avons failli. Pourquoi? C'est-à-dire qu'il a trouvé une aventure que nous, on n'a pas su lui donner. Non, je ne suis pas d'accord. Il est devenu un héros vous le présentez comme étant un cas individuel qui ne représenterait pas une collectivité, qui ne représenterait pas un mouvement. Il représente un mouvement, il représente une idéologie, il représente une menace. Si on ne veut pas voir cette menace, et si on veut laisser entendre que ce serait un déséquilibre, et c'est ainsi qu'il a été... Non, c'est pas déséquilibré. C'est ainsi qu'il a été nommé immédiatement après son acte. Si on ne veut voir de lui qu'un loup solitaire, etc., on ne comprend rien à ce mouvement de fond. J'ajoute à ce que vous avez dit et qui est juste, que ce que vous dites à propos de cet élève, cet individu dont on a dit et répété qu'il était bon élève, il était intégré, là il n'y a pas de problème, montre l'insuffisance radicale des explications de ce genre d'événements à partir des phénomènes sociologiques qui consistent à dire son milieu, il n'était pas intégré. Non, c'est pas vrai. Dans la plupart des cas, cette explication ne marche pas. Et c'est pas parce qu'il n'est pas intégré. Deuxièmement, vous avez dit, Marie-Calter, qu'on ne lui a pas donné. Mais on donne à qui? À tout le monde. Moi, j'ai reçu. Moi, je suis un militant. On m'a proposé des choses. Mais attendez, ce qu'on vous a proposé, on l'a proposé à d'autres. Moi, j'ai manifesté dans les rues. Mais on le propose à tout le monde. Slogans. Non, vous vous mettez dans une situation comme si, voilà, un individu, on devait lui proposer une vision du monde. Nous sommes dans une société responsable. Je suis désolé, on ne donne pas une vision du monde. Vous êtes un professeur. Pourquoi est-ce que vous êtes professeur? Pour professer quoi? Pour transmettre quoi à vos étudiants? Vous êtes responsable. Bien entendu. Bien entendu. Je veux dire, donc si vous n'avez pas su transmettre ces savoirs, c'est que nous avons failli. Mais pas du tout, mais absolument pas. Là, vous ne pouvez pas dire ça, c'est absolument faux, dans la mesure où, précisément, cet individu-là, on dit qu'il était parfaitement intégré à l'école, qu'il ça marchait très bien, qu'il a reçu tout ce qu'il devait recevoir. Un tiers des terroristes britanniques ont fait des études supérieures. Bien sûr. Non, mais n'oubliez pas ça. Donc, ce ne sont pas des déshérités. Ce sont en général même des... Il ne faut pas expliquer ça par le manque. Ce sont des personnalités qui ont eu une éducation. Une perspective. C'est pas par manque de savoir. Ce sont des jeunes qui sont embrigadés par une idéologie épouvantable que l'on a connue avec le communisme, avec le nazisme, avec les mêmes jeunes de l'époque. Simplement, on ne veut pas le voir. Essayons déjà de voir ce qui nous crève les yeux. Il vous a compris, il va vous répondre. Marie-Calter. Écoutez, nous vivons dans une situation particulière aujourd'hui. Avant même d'entrer, au moment où on s'est maquillé, on avait déjà une petite controverse. C'est vrai, c'est la première fois depuis que moi je suis arrivé ici, à l'âge de 14 ans, j'ai découvert la liberté, des idéologies, des manifs, j'ai manifesté dans les rues, la seule solution, la révolution. J'avais l'impression de pouvoir changer le monde. La première fois depuis tant d'années, j'ai l'impression qu'on ne me propose rien. Je n'ai rien à proposer et on ne me propose rien. Il y a des religions. Alors, nous, ce que nous demandons, c'est le respect de toutes ces religions. C'est ça la démocratie. C'est ça la démocratie. C'est ça la laïcité, d'ailleurs. Est-ce que pour respecter tout cela, parce que vous avez employé un mot important, idéologie et idéologie des terroristes, de Daesh, évidemment, de l'État islamique.
Yves-Charles Zarka, on ne cesse de dire qu'on est en guerre. Mais est-ce qu'on est en guerre aussi contre leur idéologie? Est-ce qu'on a des armes prévues contre cela? On a des bombes, on a des avions, on a des bateaux. Vous avez raison, vous avez parfaitement raison. On ne se bat pas seulement avec les armes, on se bat aussi avec l'esprit. Et malheureusement, du point de vue de l'esprit, on est très faible. Très, très faible. Je suis parfaitement d'accord avec ce que dit Yvan Rioufol tout à l'heure à propos du multiculturalisme et du fait qu'on recule, on n'arrête pas de reculer. Je vous donne une anecdote qui est vraiment limitée, mais ma femme téléphone la semaine dernière à la MGN. Elle demande dans un rendez-vous avec un médecin. À l'autre bout la personne du secrétariat lui demande: vous voulez un médecin homme ou un médecin femme? La même MGN. C'est pas acceptable. Déjà, c'est un renoncement. C'est pas acceptable qu'il y ait des piscines où il y a des jours femmes et des jours hommes, qu'on demande des nourritures spéciales. C'est pas possible. On ne peut pas reculer devant ça. On ne peut pas reculer. Il ne faut pas reculer, et on a beaucoup reculé, et certains croient qu'on ne peut plus revenir. Et si on peut revenir, il ne faut pas reculer devant les exigences multiculturalistes qui n'arrêtent pas d'avancer à mesure qu'on recule. Messieurs, on a eu des électrochocs. Yvan Rioufol, le 7 janvier 2015, ce fut la liberté d'opinion qui a été visée. Le 13 novembre, la simple liberté de s'asseoir et de boire un verre. Cette fois, par cette agression, il s'agit de la liberté religieuse. Et avec tout ça, on porte encore des œillères aujourd'hui ? Je vous parlais de l'aveuglement qui est notre faiblesse, et cela démontre, vos exemples démontrent qu'en effet cet aveuglement est quelque chose qui envahit l'espace public. C'est car en fait cet antisémitisme qui était le précurseur de ce qui allait se passer est un antisémitisme qu'on n'a pas voulu voir dès les années 2000 quand il est apparu. Même les mouvements antiracistes de l'époque se sont précipités pour minimiser ce phénomène qui annonçait ces drames-là. Et les drames ont beau se répéter avec Mera, avec tous les derniers drames que l'on a connus, l'hypercacha, etc. Nous ne voulons pas encore se mettre devant l'évidence que cet antisémitisme-là est porté en effet par une minorité issue de la culture musulmane. Absolument. Et que de dire ceci est encore quelque chose d'interdit parce que islamophobe, stigmatisant, raciste, tout ce que vous voulez. Et donc tant qu'on ne sortirons pas de ce politiquement correct, pour aller vite, dans le fond, qui est une chape de plomb qui nous empêche de penser, eh bien, nous persisterons à nous enfoncer dans ce La chape de plomb dont parle Rioufol, elle est menée avec le mot pas d'amalgame. Pas d'amalgame. Et le pas d'amalgame, ça c'est un interdit de Vous la avez langue de bois. énormément de réactions sur les réseaux sociaux et on vous dit mais arrêtez de parler des musulmans pour nous dire de descendre dans la rue. Nous sommes les victimes de ce terrorisme. Nous sommes des victimes. Pourquoi vous ne le comprenez pas? Ça, il y a un débat avec mes amis musulmans. Quand, il y a 15 d'années, un juif, Baruch Goldstein, prend sa mitraillette, il va sur les tombeaux des patriarches, il massacre 29 Palestiniens, il m'engage. Je suis juif, je n'ai jamais caché. Il m'engage. Il salit l'idée que je me fais du judaïsme. Et je hurle de rage. Je hurle de rage. Et c'est ce que j'ai dit à mes amis. Ça veut dire que je ne vous accuse pas, mais un Mera, tous ces assassins d'il y a encore au mois de novembre, ils salissent l'image de votre religion. Ne souffrent pas, ces musulmans, de cela? Ils ne souffrent pas? Oui, mais il faut qu'ils le montrent. Ils souffrent, mais il faut qu'ils montrent. Alors, ce que j'ai dit, vous savez, la Bible est un livre magnifique. Je vous recommande à tous. Il y a un frère tue l'autre, tout à fait au début, dans la Genèse. Caïn tue Abel. Dieu demande à Caïn, qu'est-ce que tu as fait de ton frère? L'autre lui répond, suis-je le gardien de frère? Oui, je suis le gardien de mon frère. Et j'ai dit à mes amis, des imams, je suis allé en Égypte, en Syrie, partout, j'ai dit, vous êtes les gardiens de vos frères. Si des gens qui se réclament de votre culture, qui est magnifique, que je connais aussi bien que vous, je connais mieux le Coran que beaucoup de musulmans. C'est-à-dire, déjà, quand on se bat contre quelqu'un, il faut le connaître, savoir à qui on parle. Mais alors, descendez. Oui, je leur demande, et c'est ce que je vais faire, une marche de musulmans tout le monde contre leur demande Daesh. de descendre dans les rues, mais nous, on va les faire. Les musulmans ne descendent pas dans les rues. Donc, alors, il faut essayer de se poser la question de savoir pourquoi, en effet, ils se sentent eux-mêmes victimes
d'un processus qui en fait les épargne beaucoup. Alors, ils sont certes victimes au Proche-Orient, mais un processus qui les épargne énormément en Europe. Je n'ai pas vu que des Européens ont tenté d'égorger des musulmans. Je vais juste une précision. Non, on ne peut pas faire aussi de distinction dans les victimes. On l'a vu le 13 novembre. Il y avait des gens de toute on peut en faire dans la mesure où les uns se disent victimes et pas les autres. Donc on peut quand même rappeler ce que sont... Ce terrorisme, le 13 novembre, il a tué et par Non, d'accord, mais ce que je veux dire par là, c'est que... Mais pour aller au bout de mon problème, je pense qu'on ne sortira pas de ce problème très grave, d'abord en faisant un effort de lucidité et surtout en appelant les Français musulmans eux-mêmes, les républicains, les laïcs, ceux qui sont révulsés en effet par ce qui se passe, d'accélérer cette sorte d'aggiornamento d'une lecture littérale du Coran qui caricature ce qu'est le Coran, qui caricature ce qu'est l'islam et qui caricature dans le fond ce que sont les musulmans qui pour l'instant restent d'une manière plus très générale apparemment solidaires, je ne dis pas qu'ils le sont, mais en tout cas, ils donnent le flanc à une solidarité. À une solidarité qui pour l'instant n'est pas... Il y a de vraies victimes et il y a des victimes symboliques. Et quand on se sent soi-même, évidemment, mis en cause par des actes de gens dont on n'assume pas les actes, bien entendu, et il faut faire quelque chose. C'est pas possible. Et donc, il y a comme à d'autres égards, je suis d'accord avec Mariette à cet égard, il faut que les musulmans montrent eux-mêmes qu'ils sont opposés à ce qui se passe. Qu'ils ne laissent pas croire qu'ils pourraient être solidaires. Voilà. Naturellement qu'ils ne le sont pas, mais qu'ils ne le laissent pas croire. Or, il n'y a pas de 36 solutions. Enfin, de nouvelles réactions qui vous rappellent, je vous cite parce que vous en avez vraiment beaucoup, les musulmans sont menacés, messieurs, en Europe, et victimes aussi, ils craignent d'être pris pour cible. Ils ne sont pas menacés en France. Ils ne sont pas menacés en France. Où ils sont menacés en Europe. Où il y a pas mal d'imams, même mon ami Chalgoumi, il a 4 flics autour de lui pour les protéger. Chalgoumi, il est menacé par sa propre communauté. Il suffit d'aller devant une synagogue. Peut-être par une parole de paix, Marek Elster, pour Chalgoumi est menacé par les musulmans. Le titre de votre livre, réconciliez-vous. Oui, je pense, et encore une fois, pour se réconcilier, il faut reconnaître que l'autre existe. Je sais que Yvan ne sera pas tout à fait d'accord. Moi, je n'ai rien contre... Je suis pour la réconciliation. Non, j'essaie la réconciliation. Mais pour qu'il y ait de la réconciliation, il faut accepter qu'on n'est pas tous les mêmes. C'est Shakespeare qui dit dans Jules César une chose très jolie. C'est Brutus qui répond à Shakespeare, à César. Il dit « Nous sommes tous égaux ». Mais nous ne sommes pas tous pareils. C'est vrai qu'on n'est pas tous pareils. Merci beaucoup, messieurs. Restez avec nous. La République est là, normalement, pour fédérer. Messieurs, dans l'actualité, je vous l'ai dit tout à l'heure, François Hollande a évoqué ce débat aujourd'hui autour du port de la kippa et le président qui intervenait plus généralement tout à l'heure pour des vœux au corps constitué a parlé d'autres sujets, mais vous allez le voir, pas d'un sujet qui fait polémique. C'est l'édito ce soir. Et on est ravis d'accueillir Marcelo Westfried. Bonsoir. Bonsoir Sonia. Journaliste politique à l'Express. Alors, François Hollande a donc adressé ses vœux au corps constitué. Il a parlé de différents sujets. Il a évidemment parlé de ce débat autour du port de la kippa, mais il n'a pas abordé, Marcelo, un sujet très épineux. Ah oui, alors c'est ce qu'on appelle un silence assourdissant. Rendez-vous compte, tout le monde ne parle que de ça, l'élargissement de la déchéance de nationalité. Et lui, le président, alors qu'il avait précisément en face de lui ceux qui vont faire la réforme constitutionnelle, des députés, des sénateurs, eh ben, il a évité carrément le sujet. Et pourtant, il était bavard. Il avait des choses à nous dire sur la simplification administrative, sur les fusions de communes. Ça l'intéressait. Parfois, on avait un peu l'impression d'entendre un ministre parler plutôt qu'un chef de l'État. Alors, ce qu'il a parlé, soyons justes, de la révision constitutionnelle, mais un seul sujet l'a intéressé, l'état d'urgence, c'est-à-dire 50% seulement de la réforme. Et Marcelo, est-ce que ce débat qui empoisonne la gauche sur la déchéance de nationalité, et pas seulement la gauche d'ailleurs, explique la nette chute dans les sondages de François Hollande, on l'a vu ce soir? Alors ça a beaucoup joué. Lui, ce qu'il veut clairement ce soir, c'est éviter d'hystériser le débat. C'est pour ça qu'il s'est fait extrêmement discret. Il avait annoncé la déchéance de nationalité dans un roulement de tambour un peu précipité, 3 jours seulement après les attentats. Et là, il doit maintenant travailler en coulisses, rapprocher les points de vue, faire du consensus. Et la droite, on le sait, est prête à voter. La gauche se braque. Il a donc, et on sait, le texte doit être accepté dans les mêmes termes. C'est la procédure par l'Assemblée nationale et par le Sénat avant le Congrès. Et le Sénat, la droite est majoritaire. Donc on risque d'avoir un chemin de croix législative, un nombre peut-être important d'aller et retour entre le Sénat et l'Assemblée. Ça risque donc d'être très long. Et le comble, c'est que ce soir, justement, il nous avait dit il y a un souci, il faut
réduire le délai législatif. Or, qu'est-ce qu'il a fait? Il a proposé une révision constitutionnelle qui va être un peu compliquée à mener et qui risque d'encombrer le débat législatif de 2016. C'est sûr et c'est à suivre. On aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup, Marcel Obesfried, pour votre analyse. Il est 22h30. Un nouveau point sur l'actualité tout de suite avec Paul Bouffard. Il serait entré en Turquie comme un simple migrant. L'auteur de l'attentat suicide qui a tué 10 touristes allemands hier à Istanbul aurait passé la frontière depuis la Syrie comme réfugié. Information confirmée par le Premier ministre turc Ahmet Davutoglu. Au lendemain de l'attaque, la police a arrêté 5 personnes suspectées d'être en lien avec l'attentat. La menace terroriste en France et après l'attentat déjoué contre le Thalys en août 2015, 2 sénateurs ont présenté un rapport sur la sécurité dans les gares et les trains en France. Les parlementaires émettent quelques doutes et font des propositions. Pauline Dame. Depuis décembre, ces portiques auscultent les bagages des voyageurs Thalys. Un dispositif totalement inefficace pour Alain Fouché, qui a mené le rapport d'information sur la sécurité dans les gares, organisé conjointement par la Commission des lois et la Commission de l'aménagement du territoire. Il n'y a pas de portique à Bruxelles, il n'y a pas de portique à Amsterdam. Cette mesure coûte très cher, puisque les 2 portiques qui ont été installés à la gare du Nord pour le Thalys coûtent 2 500 000 € par an. Coûteux et irréalisable s'il est étendu à l'ensemble des gares. Le rapporteur François Bonhomme propose plutôt l'utilisation de portiques déplaçables. Ça passe aussi par l'installation de portiques itinérants et fonctionnement sur un mode aléatoire qui reviendra aux opérateurs et de ces services de sécurité interne d'actionner ou pas. Des préconisations qui pourraient être reprises sous forme d'amendement dans la proposition de loi du député Gilles Savary, discutée à la Haute Assemblée fin janvier. L'Essonne est dans le rouge et certaines aides sociales pourraient passer à la trappe. Les caisses sont vides selon le président du conseil départemental, François Durovray. Stéphane Amalian vous en dit plus. Les prestations sociales menacées en Essonne. Le département serait dans l'incapacité de payer une partie des aides sociales légales. L'ancienne majorité socialiste est pointée du doigt par le nouveau président du département, François Durovray. Monsieur Gage venait sur les plateaux de télévision lorsqu'il était président du conseil général pour faire son plaidoyer pour les vieux. Et lorsqu'il revenait sur le territoire en Essonne, il ne prévoyait pas les budgets suffisants pour payer les établissements pour personnes âgées, personnes handicapées. La nouvelle majorité propose une solution, étaler le versement des aides sociales dues sur les 6 prochaines années avec les intérêts. Mauvaise solution pour Jérôme Gage. L'ancien président du département craint une aggravation de la situation des établissements sociaux. Votre première décision a été de créer un fonds exceptionnel d'aide aux communes de 22 millions d'euros. Donc les choses sont limpides. Vous aidez les communes, 22 millions d'euros, et vous pénalisez le handicap, les personnes âgées et l'aide sociale à l'enfance. Une polémique qui enfle dans un contexte économique tendu. Le département accuse une dette de près d'1 milliard d'euros, à laquelle s'ajouteraient 108 millions d'euros de factures impayées. Des chiffres qui justifieraient, selon François Durovray, le recours au report de paiement des dépenses sociales. Second débat ce soir, la lutte contre le gaspillage alimentaire en discussion au Sénat. La loi constituerait une première en France. Vous en parlez avec vos invités, Sonia. Oui, et c'est un sujet, une préoccupation qui nous concerne tous. Comment mieux lutter contre le gaspillage alimentaire? Le Sénat se penche sur la question à partir de ce soir et le projet de loi transpartisan, déjà adopté à l'unanimité par l'Assemblée, permettra de combler un vide juridique. La France s'apprête donc à interdire aux grandes et moyennes surfaces de jeter la nourriture invendue encore consommable. Ce serait une première. Les grandes et moyennes surfaces se défendent quant à elles, arguant qu'elles travaillent déjà avec les associations. Alors qu'en est-il réellement? On en parle avec nos invités ce soir. Arash Dorambarche, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, merci d'être avec nous. Meilleurs vœux également à vous. Conseiller municipal Les Républicains de Courbevoie et auteur du manifeste contre le gaspillage alimentaire aux éditions Fayard. Nous accompagne également ce soir Jacques Baillet, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes président de la Fédération française des banques alimentaires. Avec nous également Pascal Ebel, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes directrice du département consommation du CREDOC. Et nous accompagne ce soir Mathieu Pecker, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes directeur qualité et agriculture à la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution. Alors madame, messieurs, après le vote du Sénat à Arash Dorambarche, si le texte est adopté,
comme il l'a été à l'unanimité par l'Assemblée. Est-ce qu'on peut dire que ce sera un vide juridique qui aura été comblé, que c'est une première, que la France devient le pays, ou l'un des pays en tous les cas, à interdire aux grandes et moyennes surfaces de jeter à la poubelle leurs invendus? D'abord, c'est un travail de terrain. Parce que moi, lorsque j'ai été élu en mars 2014, il y avait quand même un scandale, qui est le scandale de l'eau de Javel sur la nourriture consommable dans les poubelles. On a été refusé 2 fois à nous de faire un partenariat avec Monoprix et Franprix. Ils nous ont refusé des franchises. Carrefour Market, dans mon centre commercial à Courbevoie, nous a autorisé. On en a fait un laboratoire sur la distribution immédiate. Pas pour les associations qui peuvent stocker, mais pour une distribution immédiate. On en a fait une pétition. On a 750 000 signatures avec Mathieu Kassovitz et d'autres amis, soutenus par la Croix-Rouge française et Action contre la faim. Et en réalité, cette loi va permettre une chose, que chaque citoyen puisse créer sa propre association, ensuite obtenir l'habilitation et aller faire une distribution immédiate et intervenir dans la fraternité. Ça va permettre à compléter le travail exceptionnel et extraordinaire de M. Bayet pour la Banque alimentaire, à qui je salue vraiment son travail et tout le travail de tous les bénévoles. Et ça va permettre également de compléter déjà le travail qui est extrêmement remarquable de la FCD. C'est quelque chose qui doit tous nous regrouper. Pardon ? De nos magasins. Bien sûr, bien sûr. Et c'est un travail qui se fait en complément. On ne va pas se diviser là-dessus, alors que quand même 10 millions de Français qui, le 10 du mois, ont beaucoup de mal à combler leur budget. Donc c'est quelque chose qui va aller dans le bon sens. Après, il ne faut pas que les uns ou les autres se braquent sur un sujet aussi important. Donc de toute façon, il faudra qu'on travaille ensemble. Donc moi, en tout cas, voilà, on ne va pas se braquer, mais on va poser toutes les questions. Comme ça, c'est très bien, Absolument. on saura tout. Parce qu'il y a des gens qui disent, évidemment, c'est formidable, c'est nécessaire. Mais il y a certains qui disent, et vous allez nous répondre, Mathieu Pecker, que cette loi, ce cadre légal, est-ce qu'il était vraiment nécessaire, sachant que les supermarchés, ce n'est que 5% de tout le gaspillage alimentaire, même si tous les soirs, il faut voir ce que ça représente. Un supermarché jette environ 50 kilos de nourriture. Ce qui, par rapport au volume global qu'on traite tous les jours, est effectivement extrêmement mineur en termes de pertes. Tous les jours, nous travaillons pour lutter contre le gaspillage et pour donner aux associations d'aide alimentaire ce que nous ne pouvons pas vendre. La loi de lutte contre le gaspillage est plutôt quelque chose de positif. Ce qu'on considère, nous, c'est qu'on n'a pas attendu cette loi, on n'a pas attendu le pacte de lutte contre le gaspillage de Guillaume Garou en 2013 pour lutter contre le gaspillage et pour donner aux associations d'aide alimentaire. Ça a été dit préalablement. Aujourd'hui déjà, nous donnons sur les, pas tout le monde, 8000 points de vente, hypermarchés et supermarchés, la quasi-totalité travaille avec une association. Pas tout le monde. Pas forcément la vôtre, mais une autre association peut-être. Ni Franprix, et ni du coup, clairement, ni Monoprix. aujourd'hui... Comment ça se fait que vous n'êtes pas d'accord sur ce point essentiel? C'est-à-dire que vous dites que les supermarchés travaillent déjà avec de nombreuses associations. Absolument. Et à Rage de Rempart, je vous dis, moi j'ai eu les plus grandes difficultés en réalité. Peut-être que les magasins qu'il a rencontrés travaillent avec d'autres associations. Ce serait un cas particulier? Alors, je vous dis, nous, Becker, on a parmi nos adhérents clairement fait une vraie étude sur les points de vente qui font partie de notre fédération. La quasi-totalité des hypermarchés et supermarchés donnent à une association d'aide alimentaire. Aujourd'hui, c'est 120 millions... Enfin, ça me semble important de le dire quand même, 120 millions de repas qu'on donne tous les ans. Mais c'est pas tout à fait anecdotique. Je rends hommage au travail qui est fait par les magasins, mais ce que je veux dire, Public Sénat est venu d'ailleurs. Il y a un documentaire qui a été fait sur Public Sénat, exceptionnel. La caméra cachée qui a été montrée montre que Franprix, par exemple, continue à ne pas donner. Pourquoi? Pour une raison très simple, en fait, M. Becker. Ce que vous faites, vous, est un très bon travail. Je vous le dis, je vous le reconnais. Mais en réalité, il y a encore 2 tiers. La réalité, c'est que 2 tiers des magasins sont des franchises. Mais c'est faux. Enfin, alors, vous êtes déjà exprimé sur cette question. Juste 10 secondes. Je vais dire juste 10 secondes. Quand je dis que la on a eu un débat, M. Becker, sur une chaîne concurrente qui est France 3. Et on a eu, M. Becker me disait que cette loi ne passerait jamais. Pour ces raisons. Je ne pense pas avoir dit ça. En tout cas, la loi, elle va passer. Bon, voilà. Et même M. Garot Garot l'a porté et il nous a rejoint. S'il vous plaît, attendez, Jacques Bellay, s'il vous plaît, Jacques Bellay, parce que vous représentez comme la Fédération française des banques alimentaires, c'est important. Quand je dis que ce gaspillage alimentaire auprès des supermarchés, c'est 5%, ça représente, chaque soir, on l'a dit, c'est 50 kilos de nourriture. Environ, ça serait, je pense, pour une personne, ce serait 100 à peu près. C'est équivalent, en fait, nous, la distribution de 50 kilos, c'est 500 euros, et qui permet de nourrir 100 personnes. Donc tout ça est assez conséquent. Qu'est-ce que vous pensez de ce cadre légal qui va être maintenant adopté, probablement? D'abord, je pense que c'est bien que les acteurs du monde de l'économie, du monde associatif, du monde politique, du monde citoyen se concentrent, se mobilisent
contre le gaspillage. Et cette loi, on va peut-être revenir au texte qui est en discussion, il n'y a pas beaucoup de suspense, cette loi, elle hiérarchise, c'est très bien. D'abord, évitons le gaspillage. C'est ça. Après, ce qui ne peut pas être vendu, commercialisé, donnons-le pour l'alimentation humaine, puis animale, et en dernier, méthanisation. Donc ça fait une hiérarchie. Alors la situation actuelle, moi je ne fais pas arbitrer entre mes deux voisins, je reconnais le travail fait par tout le monde. La situation actuelle est bonne. Est-ce qu'elle peut être améliorée? Bien sûr. Est-ce que ce texte va aller pour une amélioration? Sans doute, avec quelques conditions ou bémols que j'espère avoir la possibilité d'exposer dans quelques instants. Vous allez le faire. Pascal Ebel, donc il ne s'agit pas de dire haro sur les grandes et les moyennes surfaces. Non, ce texte il va plutôt les aider davantage à travailler encore plus avec les associations. Oui, non, et puis surtout, c'est vrai que ça rentre dans un cadre plus global où on veut diminuer d'ici 2030 la moitié du gaspillage alimentaire. Donc en effet, vous l'avez dit, la distribution, c'est que 5%. Le plus gros, c'est au niveau de l'agriculture et au niveau du consommateur. C'est aux deux extrêmes que le gaspillage est le plus important. Donc l'objectif, c'est d'essayer de faire diminuer où on peut le faire le plus facilement. Et donc en effet, il faut tenir compte à la fois des conséquences économiques que ça peut avoir en termes d'emploi, en termes de chiffre d'affaires, mais aussi de difficultés qui vont être exposées sur la partie distribution. Alors maintenant qu'on a qu'on a posé ce préambule, on va rentrer dans les détails. Arrache de Rambarch, moi je voudrais que vous m'expliquiez, qu'on soit concret. Vous avez dit tout à l'heure, une fois que cette loi, et il n'y a pas beaucoup de surprises, il est vrai, sera adoptée, un citoyen français peut créer une association pour récolter et distribuer ses invendus. Et on ne peut plus, du côté des grandes surfaces, lui refuser une telle initiative. Sauf que beaucoup vous disent « Ah non, pas du tout. On ne peut pas aller comme ça, tac, 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 créer une association, venir récupérer les invendus, partir. Il faut qu'elle soit habilitée. » Et ça, c'est très important. Donc, ce n'est pas le premier kidam, si je peux dire, qui passe, qui peut effectuer cela. Alors, c'était une demande que j'ai faite, moi, depuis le début. C'est-à-dire que j'avais demandé obligation, droit opposable, avec habilitation. C'est-à-dire qu'avec cette loi, vous allez avoir en fait la possibilité d'avoir deux associations agréées. La première association agréée, c'est ce que représentent notamment les banques alimentaires, la Croix-Rouge française, Restos du Cœur, ainsi de suite, qui font un travail encore une fois exceptionnel avec tous les bénévoles. Ces associations, ces institutions peuvent stocker la nourriture. Moi, ce qu'on me reprochait, on me disait, voilà, monsieur de Rambarch, vous n'avez pas la chambre de foire pour stocker la nourriture. C'est une réalité. Donc, bien sûr, c'est une réalité. Donc, du coup, s'il y a une responsabilité, on sera poursuivi pour intoxication alimentaire. J'aurais dit d'accord, mais moi je suis allé voir ensuite également des nutritionnistes, des médecins qui m'ont dit dans une distribution immédiate, vous allez pouvoir faire une distribution immédiate pour obtenir en fait ces invendus consommables. Immédiate, c'est-à-dire vous vous retrouvez devant la porte du supermarché voilà. qui a fermé dans un quartier à 21h. Donc on arrive à 20h ou 19h30, on récupère les invendus et on les donne automatiquement. C'est ce qu'on a montré, d'ailleurs on a pris la presse à témoin, hein. On donnait à la classe moyenne, puis on faisait les maraudes. Cette loi va permettre clairement une chose. N'importe quel Français pourra s'investir dans la fraternité et la solidarité. C'est le peuple le plus généreux au monde, la France. Mais s'investir en tant que bénévole, il ne pourra pas créer sa propre association pour le faire. Ça, c'est important. Si, Madame Mabrouk. Oui. Un citoyen français créera son association, ira voir la préfecture, obtiendra l'habilitation. Je vois mal, Madame Mabrouk, excusez-moi de vous le dire, que quelqu'un de sérieux arrive devant la préfecture, lui dit, et la préfecture lui répond « Ah mais non, nous on vous refuse ça. » D'accord, mais moi je lis qu'il faut que ce soit une association, vous allez me dire si habilitée par la préfecture. Caritative, habilitée, autrement dit, qu'elle réponde à des critères fixés par le décret du 19 janvier 2012 relatif à l'aide alimentaire. Permettra, on va y arriver, c'est l'objet social d'une association. Et ensuite, si le supermarché refuse, c'est 3 750 € d'amende. Est-ce que ce sera ce cheminement-là? Je n'ai pas eu le temps de finir tout à l'heure, mais aujourd'hui, si nous sommes le premier donateur aux associations d'aide alimentaire, c'est parce qu'on travaille déjà avec elles. Et si on revient au texte tel qu'il est... Vous travaillez avec qui? Quels sont les magasins qui travaillent? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Citez-moi les noms des magasins. Non, mais c'est important. On a 8000 points de vente en France. Mais vous ne pensez pas que monsieur est en train de nous mentir sur le plateau? Non, attends, mais non, on a prouvé le contraire. Mais pas lui? Non mais voilà. Oui, mais c'est pas assez flou, Madame Mabrouk. Je veux bien finir. Nos hypermarchés et supermarchés travaillent quasiment tous avec des associations d'aide alimentaire. Ce que dit le texte, et c'est plutôt positif parce que ça va généraliser. Vous étiez contre, les Monsieur pratiques. Pécard. Je pense très sincèrement vous étiez contre, rappelez-vous. Sur le sujet,
l'accord qu'on a signé, parce que c'est pas, on s'engage assez régulièrement, on est des acteurs engagés. On avait signé le pacte de lutte contre le gaspillage, on a à nouveau signé un accord. Mais il y a un an, vous étiez contre avec ou pas? Ségolène Royal, et clairement, on peut pas être contre la lutte contre le gaspillage. Il va y avoir une loi on et un s'engage cadre suffisamment. légal, ça va vous aider à être encore plus enthousiaste. Notre seul regret par rapport à cette loi, pour revenir sur votre question initiale, c'est qu'elle ne porte que sur la grande distribution qui gaspille 5%, qu'on aurait pu généraliser aux autres acteurs pour les embarquer aussi. On va arriver. Il y a quand même eu des choses qui ne sont pas dans le cadre de la loi. Oui, mais ça va arriver, monsieur Pecker, on y arrive. On va y arriver petit à petit. Un petit bout. Je finis sur ce qui est réellement écrit. C'est que, en gros, les magasins de plus de 400 mètres carrés devront, dans le cadre d'une convention, donner à une association d'aide alimentaire. Celles qui travaillent déjà avec les banques alimentaires vont pas demain se retrouver obligées de travailler avec une autre association. Donc aujourd'hui, on peut pas laisser croire. On peut pas laisser croire que quelqu'un qui monterait une association peut débarquer dans un magasin. On parle d'habilitation, monsieur Pecker. Donner des produits. Alors, les magasins qui travaillent déjà. Habilité, c'est ce qu'on dit depuis le début, monsieur Pecker. J'allais dire une traçabilité, c'est une évidence, et qu'il n'y ait pas de problème sanitaire. Jacques Bellay, expliquez-nous. Est-ce que c'est une réalité que les grandes ou les moyennes surfaces travaillent vraiment, déjà peut-être pas assez, probablement pas assez, c'est pour ça qu'il y a cette loi, avec de nombreuses associations qui font ce... Pour être très objectif, est-ce que tous les magasins donnent? Non. Est-ce que toutes les enseignes donnent? Oui. C'est-à-dire qu'il y a, comme dans tout groupement, il y a des gens plus ou moins, c'est même au-delà de la générosité, qui sont organisés plus ou moins. Certains donnent très régulièrement. Juste un chiffre, il faut le dire. Les dons en provenance de la grande distribution, vis-à-vis des banques alimentaires, mais c'est pareil vis-à-vis des restos du cœur, etc., ont augmenté en 2014 de 10% et en 2015 également de 10%. Alors, est-ce qu'on peut améliorer? Est-ce qu'il y a d'autres gisements de dons? Bien sûr, il y a des magasins qui ne donnaient pas et qui vont donner. Après, il y a la problématique, à qui donner, quelles sont les associations. Moi, je suis assez pragmatique. Je me dis que je suis citoyen. Si j'ai à proximité une association qui est déjà dans l'aide alimentaire, locale, je laisse de côté les grandes associations. Pourquoi aller monter un dossier en préfecture? Ça, c'est du bon sens. Oui. Alors, je pense que le bon sens plus la générosité va faire que les gens vont d'abord regarder ce qui existe. Bien sûr. Ce qui existe, que ce soit une association petite, moyenne, nationale, elles sont soumises exactement aux mêmes règles en matière d'hygiène et de sécurité alimentaire. Ce qui veut dire, très simplement, que à partir du moment où on prend un produit, on doit respecter, qu'on le stocke ou pas, on doit respecter une chaîne du froid. Et l'organisation des magasins, là je parle sous le contrôle d'un expert, c'est souvent le matin. À 6 h du matin, on organise les rayons, et avant l'ouverture, c'est pour ça que nos camions, comme ceux du Secours Populaire, des Restos du Cœur, vont le matin, puisque c'est à l'ouverture des rayons, bien avant, que chaque responsable fait le tri et dit, ben voilà, j'ai une date limite dépassée, ces marchandises, elles sont plus tellement présentables. Donc, il y a tout de même un problème. Il s'agira quelque part de stocker 3 heures, 6 heures, de stocker des produits et de ne pas rompre la chaîne du froid. Que l'association soit petite, grande ou moyenne, d'où des problèmes de logistique. Sauf que là, aussi une ça se complète. Bien sûr, mais donc ça se complète, Madame Mabrouk, comme vous l'avez remarqué. Donc c'est quelque chose qui va se compléter. Je rappelle que la Banque alimentaire, les Restos du Cœur et d'autres associations habilitées font des collectes perpétuelles. Cette loi va leur apporter aussi, bien sûr il y a beaucoup d'enseignes qui donnent, évidemment, mais pas suffisamment. Ça va, et donc on est pour. Moi je me rappelle. En tous les cas, attendez, cette loi, pour vous mettre d'accord, elle va mettre tout le monde sur le même pied d'égalité devant la loi. Exactement. Et c'est une très bonne chose. Et Monsieur Pecker, et l'histoire rappellera, Madame Mabrouk, que Monsieur Pecker était contre cette loi. Et il l'a dit sur France 3, devant Madame Patrice Wallozon. Donc vous étiez contre. La réalité, c'est que... Vous savez qu'évoluer, c'est un signe. Tant mieux. Ah oui, mais c'est ça le rôle des élus. C'est ça le rôle des élus de la République française, Madame Mabrouk. Je vais continuer de dire que la loi telle qu'elle est aujourd'hui reprend mot pour mot l'accord qu'on a signé le 27 août 2015, par lequel on s'était engagé volontairement. Mais vous étiez contre, si la loi voulait être un tout petit peu ambitieuse, elle toucherait d'autres acteurs. Le débat pour les gens qui nous c'est important. C'est important de savoir qui est pour et qui est contre, Madame Mabrouk. C'est ce que je retiens. Madame Mabrouk, c'est important de savoir qui est pour et qui est contre. Les Français doivent le savoir. Aujourd'hui, vous êtes pour. Cette loi, enfin, on n'était pas du tout opposé quand ça a été voté dans la loi de transition énergétique, et aujourd'hui, on est plutôt en attente qu'elle soit votée pour qu'on sorte d'un débat qui est un tout petit peu stérile parfois. Mais comment ça se passait, Pascal? Je crois qu'un tiers des supermarchés dépendent de la Fédération de la grande distribution. Et le reste, c'est les 2 tiers. La Fédération de la grande distribution, aujourd'hui j'en suis son porte-parole, donc je sais à peu près qui sont nos membres. Et il y a 2 chaînes de grande distribution qui ne sont pas nos adhérents, Leclerc et Intermarché.
tous les autres sont nos adhérents, indépendants, franchisés, donc c'est plus grave alors, centralisés. Tous ces enseignes si tout sont allait nos bien, adhérents. Mais c'est plus grave ce que vous dites alors. Si tout allait bien, pourquoi faisons-nous tout cela? Pourquoi faisons-nous ce débat? Pourquoi est-ce qu'il y a cette loi? Pourquoi est-ce que tous les Il y a des gens qui continuent à fouiller dans les poubelles. Pourquoi est-ce que ce qui est tout à fait regrettable, ce qu'on considère alors dites-leur à ces enseignes. Laissez-le Pardon, répondre. oui, voilà, j'aimerais bien. Ce qu'on considère nous, c'est que nos magasins, nos enseignes sont déjà pleinement engagés contre la lutte contre le gaspillage. C'est faux, monsieur Pécard. Que la lutte contre le gaspillage soit devenue un très gros enjeu, qui ait permis de relancer les choses, c'est faux, qui ait permis à chacun de mettre en... On va voir un extrait. Qui a permis à tous les magasins de prendre des initiatives pour former son personnel, mettre en place des rayons anti-gaspi. C'est des choses positives. Qu'on focalise le sujet du gaspillage sur la grande distribution, c'est juste Alors pourquoi pas logique. Est-ce qu'on l'a focalisé? Parce qu'il y a eu de nombreux reportages, il y a eu parfois des caméras cachées, et vous l'avez dit. Alors, les caméras cachées, c'est vrai, c'est une partie de la réalité, mais on a filmé cette réalité-là pour le documentaire qui a été réalisé par Jérôme Rabier, qui s'appelle La grande distribution, le grand gaspillage. Regardez. Ils s'introduisent en toute illégalité dans les arrière-cours des magasins de la grande distribution pour faire leur marché à leur manière. Tu vois, ça c'est sous vide. Des crevettes à poêler, à mon avis, ça vaut le coup d'être tenté. Ça a l'air bon. Merguez, elles sont bien rouges. Genre le raisin. Je sais pas, le raisin, il a l'air bon à manger, il n'est pas pourri. Et pourtant, il est là. Du coup, je pense qu'on va faire un cabas entier. Il est nickel. Hein. Là, c'est typiquement le type d'aliments frais, du coup de fruits frais, où on ne comprend pas du tout pourquoi ça a été jeté. Bon, moi, je trouve cela édifiant quand on voit cela. Voilà, et pour M. Pécard, tout va bien. Je sais pas, enfin... Bah oui, quand on vous écoute, M. Pécard, tout va bien. Il a vu les images comme on peut manipuler le débat autant qu'on veut. Mais non. Le point de remarque, effectivement, sur cette question du raisin, il faudrait se poser la question de pourquoi est-ce que ça atterrit là. Sur les autres produits, vous aurez noté qu'on ne parle jamais de la date limite de consommation, qui à un moment donné, si elle est dépassée même, ne serait-ce que d'une journée, le produit n'est plus vendable, n'est plus donnable à une association d'aide alimentaire. Oui. Donc je peux penser qu'un magasin s'amusera pas à acheter à la poubelle un produit qu'il peut encore vendre. Encore une fois, c'est faux ce que dit M. Pécard. C'est du bon sens. C'est faux ce qu'il dit. C'est complètement faux. On ne peut pas laisser passer quelque chose comme ça. La date de péremption, non mais M. Pécard, arrêtez de dire des bêtises là, parce que c'est pas bien. Il y a des gens qui sont dans la rue, qui ont faim. Non, mais M. Pécard, il y a des gens qui ont faim dans la rue et qui ne peuvent pas entendre ce que vous dites. Moi, je vais vous dire ce que c'est. La réalité, c'est que la date de péremption, on ne va pas utiliser les sigles, c'est une date de vente pour chez vous, mais ce qui n'est pas une date de consommation. Parce qu'on a tous ici mangé des yaourts après la date de péremption et on est, je touche du bois, tous en vie. Donc à un moment donné, ce scandale-là est scandaleux. Alors, maintenant, il y a un deuxième point. Le fait de jeter. Attendez, il y a un deuxième point. Juste un deuxième point. Monsieur Pécard, le fait de jeter pour vous, Monsieur Pécard, le fait de jeter chez vous, vous récupérez la TV en plus. Ça s'appelle un débat. Vous récupérez. Il faut savoir qu'il récupère la TVA quand même. Il faut le savoir. Je ne vais pas faire un débat sur monsieur et que sur vous. Ah oui. Permettez-moi. Non, c'est les magasins quand même. Quand vous voyez des images comme celle-ci, est-ce que ça vous surprend? Ça vous choque? Alors, ça vous je choque, pense qu'on a vu deux types de denrées bien différents. On a vu des fruits. Ça serait pareil pour des légumes. Hein, bon. Et puis qu'ils ne posent pas, je ne suis pas nutritionniste, mais j'ai un peu de bon sens. Et puis j'ai tenu 64 ans, jusqu'à maintenant, je me suis nourri à peu près correctement. Le raisin, au pire, il n'est pas terrible, mais on le mange. Bon. Les merguez, c'est différent. Nous avons l'interdiction de récupérer, même lorsque la date de péremption n'est pas dépassée, on a l'interdiction de ramasser ce qu'on appelle de la saucisserie. Voilà. Les textes peuvent évoluer, bon, les règlements sanitaires peuvent évoluer, la science peut évoluer, mais on a des contraintes sanitaires. Il y a quelques produits comme ça, les steaks hachés, les saucisses, les merguez. Ça peut faire mal au cœur, c'est vrai, mais des gens dont c'est le métier de suivre les aspects sanitaires disent ce sont des denrées, surtout, moi je déconseillerais à quelqu'un, quel que soit, de prendre de la viande hachée ou des saucisses qui ont passé X heures dans des conditions de température. Voilà. Après, pourquoi est-ce qu'on les a jetées? Il faut regarder dans le détail. Peut-être que c'était tout à fait dommageable parce qu'elles étaient très consommables, peut-être plus vendables mais très consommables. Bon, il fallait trouver les moyens de les remettre dans le circuit d'un don. Bon, ou peut-être parce que la date limite était dépassée. Il y a beaucoup d'arguments, hein, Pascal. Vous êtes Non, d'accord? je pense que c'est vrai qu'il y a des produits avec lesquels on peut attraper des maladies, la salmonellose et la listériose, c'est sur les charcuteries. Quand les produits sont pourris, en général ça sent, mais tout le monde n'est pas capable de se rendre compte du danger
des produits. Par contre, sans doute que vous avez fait plus 10% en 2014, plus 2015 en 10%, la loi fera faire plus. Oui. Voilà, après, c'est plus progrès. Sous réserve. Sous réserve, mais à un moment donné, il y a peut-être un seuil, je ne sais pas. Mais c'est vrai que la magouille dans la technique, et moi, c'est un truc qui ne m'intéresse pas. Les gens qui nous écoutent doivent comprendre une chose. Je pense Mais que à un sur moment donné, quand quelqu'un... Mais la loi va passer. Non, à donc un moment donné, non, mais c'est important de savoir que les gens qui nous écoutent, il y en a qui ont faim, et doivent savoir ce que cette loi va leur apporter. Cette loi va toucher 10 millions de personnes parce que cette classe moyenne invisible, c'est celle qui souffre. Et c'est moi, c'est à ces gens-là que je m'adresse. Cette loi va permettre, encore une fois, alors évidemment, on ne va pas donner à quelqu'un qui a faim quelque chose pour qu'il tombe malade. Oui, il faut faire évidemment, attention, mais bien quand sûr, même. mais il y a des lois qui encadrent ça, évidemment. Moi, je dis une chose simplement, que des pommes de terre, par exemple, comme nous, on a pris 50 kilos, à qui on a distribué légumes, fruits, ainsi de suite. Bon, les gens sont bien portants. Mais là-dessus, on est d'accord. Non, on n'est pas d'accord. Parce qu'encore une fois, M. Becker continue à dire sur la date de péremption qu'ils ne peuvent pas donner. Moi, je vous dis qu'avec cette loi et avec la... Pour moi, je vais vous dire même un terme, il y a une vraie magouille dans cette affaire de date de péremption. Je vous le dis comme je pense. Oui, mais ça, c'est l'industriel, c'est pas le distributeur. Il y a une vraie magouille, je vous le dis comme je pense, et c'est un élu qui vous parle comme ça. Je vous dis, il y a une vraie magouille sur cette date de péremption. Ah bah s'il y a, comme vous dites, je reprends votre mot, une magouille, là, il faut peut-être aller plus loin et demander des commissions d'enquête. Mais je suis conseiller municipal, moi, Madame Mabrouk. Je suis conseiller municipal, je ne suis pas député. Si vous permettez, je pense si j'avais été parlementaire, je l'aurais fait. Sur cette question des dates de péremption, il faut être un peu sérieux. On parle d'hygiène sanitaire et ce n'est pas tout à fait quelque chose qu'on peut juste balayer d'un revers de la main en disant c'est de la technique. À un moment donné, les textes réglementaires sont extrêmement précis. Une date limite de péremption qui serait dépassée, nous ne pouvons ni vendre ni donner ce produit. Tout l'art, je vais dire, du distributeur, c'est de faire le tri le matin pour sortir les produits des rayons et les donner à une association d'aide alimentaire plutôt que de les jeter. Maintenant, sauf qu'ils sont sortis du rayon 3 jours. Enfin, il faut les sortir plus tôt parce que les consommateurs ne les prennent pas quand même. Sauf que dans les faits, nos enseignes ont mis en place des chartes qualité pour les sortir plus tôt et être en capacité de les donner aux associations d'aide alimentaire. C'est pas que ça, c'est pas que ça. C'est que les consommateurs ne les prennent pas dans les rayons qui font le tri. 3 jours. Je suis d'accord. Il y a aussi le consommateur qui... Il y a besoin d'éduquer le consommateur et dans la loi, c'est important. Je suis d'accord. Là où j'ai un autre regret par rapport à la loi et à l'accord qu'on avait pu signer avec la ministre de l'Environnement, c'est que cet accord prévoyait justement qu'il y ait une réforme. J'ai tourné maintenant. Non mais je vais au bout. Il y avait quand même dans cet accord des éléments sur comment fait-on pour réfléchir sur les dates de péremption. C'était un vrai débat qui nous aurait permis de réduire le gaspillage. Conclure chacun d'entre vous, plus d'une minute, mais regardez cette réaction, vous en avez beaucoup et on vous dit sujet curieusement entendu, là où le consensus devrait être la règle. Oui, je suis d'accord. Oui. Si vous êtes d'accord, prouvez-le, j'allais dire. En guise de conclusion, et maintenant, le combat continue, il doit être aussi au niveau européen, au-delà également. Alors, la mobilisation continue. N'oublions pas tout de même que plus de dons, ça veut dire plus de moyens donnés aux associations, de moyens des camions, des bénévoles pour les conduire, du fuel, etc. Or, dans ce débat, manque un tout petit peu le régime des moyens qui vont nécessairement, une banque alimentaire, c'est pareil pour notre association, tous les jours, dans un entrepôt, c'est 5 tonnes qui arrivent et 5 tonnes qui repartent. Je crois que vous engagez une campagne pour justement recruter des bénévoles. Oui, mais ce n'est pas eux qui vont financer l'essence dans le camion. Il faut des dons. Il faut des dons. Oui. Je voudrais remercier tous les parlementaires qui nous ont écoutés, notamment Alain Fouché et tous les parlementaires de l'Assemblée nationale et du Sénat qui ont voté tous à l'unanimité, je rappelle. La pétition que nous menons, qui est en train de toucher le million de signatures sur change.org, va permettre ensuite, l'amendement a été passé le 9 décembre dernier par le groupe PPE et Angélique Delahaye, va permettre, j'attends un rendez-vous avec monsieur le président de la Commission européenne, pour que ça passe au niveau européen, l'Union européenne. Et je peux vous dire que ça va aider 80 millions. Et vous l'avez défendu devant les Nations Unies également. En tous les cas, on va vous mettre d'accord. C'est une lutte plus importante contre le gaspillage. Et ça, vous êtes évidemment contre la faim. Contre la faim, vous l'avez rappelé. Merci beaucoup. Merci pour ce débat. Merci d'avoir défendu vos points de vue. Et tout de suite, on va retrouver dans cette émission le micro trop tard d'Alex Darmon qui s'est rendu au vœu de Jean-Christophe Cambadélis, rue de Solferino, en s'intéressant à une question épineuse, la primaire à gauche. Regardez. Bonne année, monsieur Valls. Bonne année. Bonne année. Ça s'arrange pas, les relations avec lui, ça s'arrange pas. Ce soir, le micro trop tard est donc ici au Parti Socialiste après l'appel de plusieurs personnalités à une primaire à gauche pour les élections 2017. Alors qu'en pensent les parlementaires? Il y en a qui sont d'accord, d'autres pas d'accord. La démocratie, quoi, c'est ça.
Voilà, deux sénatrices préférées. Oh bah, avec Voilà, ma mes deux collègue. sénatrices préférées. Allez, viens les deux sénatrices. Je voulais vous souhaiter une très belle année. Eh ben nous aussi. Bonne année à Public Sénat, bonne année à vous. Belle et heureuse année. Ah, vous voilà, je m'inquiétais. C'est le folle, je voulais pas commencer mon année sans vous dire bonne année. Bonne année. Voilà, meilleurs vœux. Et une année primaire peut-être pour le PS. Ah, c'est tout, ok. Qu'est-ce que vous avez pris comme résolution? J'ai commencé à lire Libération pour une primaire à gauche. Ouais. Vous en pensez quoi? Ah bah, vous auriez pu attendre le lendemain pour recommencer à lire. Ah mais parce que vous ne lisiez pas avant? Il y a un bel appel dans Libération je ces l'ai. derniers jours, donc... Je crois pas que ce soit avec une de Libé qu'on arrive à organiser une primaire. Ah oui, hier, si, j'ai Oui. lu ça. Ouais. Il y a Vicage Dorasso qui appelle à la primaire. Pourquoi pas, hein? C'était un bon footballeur et quand il avait, je crois, mis le but de la victoire pour la Coupe de France, Je me rappelle. tout le monde, c'était un but extraordinaire. C'est vrai. On le trouvait génial. Le fait que ce soit lancé par des intellectuels, c'est aussi une belle chose, donc moi j'ai salué cela. Et les footballeurs qui affirment clairement des valeurs de gauche sont plutôt rares. Et... Je peux plus parler, là, ça fait 1 heure qu'on est là. J'espère que j'ai une prime de risque dans mon boulot parce que là. Vous êtes pour la primaire, vous aussi à gauche? Moi, je considère que c'est pas une question tabou. Nous avons tout intérêt à avoir un vrai beau débat à gauche pour que le candidat que nous choisirons se sente porté par à la fois une analyse sérieuse du bilan et surtout de belles perspectives. Mais bon, je pense que ce ne sera pas trop utile. Pourquoi? Parce que ce sera compliqué. Alors moi, vous savez, j'aime les choses simples. Vous en voulez encore de Hollande? Évidemment que j'en veux, et longtemps, et longtemps. C'est un peu compliqué, alors qu'il reste président de la République, de le mettre dans une arène de débat interne, d'une certaine façon, à un camp, alors qu'il reste président de tous les Français. Donc, La question, elle est simple. Soit le président de la République réussit, et dans ces cas-là, à gauche, personne ne lui contestera cette réussite et considérera qu'il doit se représenter. S'il ne réussit pas, il a dit lui-même qu'il ne serait pas candidat, et dans ces cas-là, la primaire s'imposera. Mais la question, c'est pas François Hollande, c'est tout le monde. Est-ce que tout le monde participe? Le front de gauche? Oui, voilà. C'est très précoce d'en parler maintenant. C'est prématuré, donc attendons un peu. Il fait froid. Et comment on voit qu'il fait froid? Quand t'es seul dans l'espace presse dehors. J'aime mon métier. Et tout de suite, le rappel des principales informations de la soirée avec Paul Bouffard. Le débat sur la kippa devient politique après l'agression d'un enseignant de confession juive à Marseille et l'appel très critiqué de retirer la kippa provisoirement. François Hollande a jugé insupportable que des Français aient à se cacher. C'était ce soir lors des vœux du chef de l'État au corps constitué. Écoutez. Il est insupportable dans notre pays que des citoyens se voient inquiétés, agressés, frappés en raison de leur choix religieux. Il est insupportable qu'ils puissent en tirer la conclusion qu'il faudrait se cacher. La laïcité, c'est le droit pour chacun et chacune d'exercer son culte, quand il en a choisi. L'adolescent agresseur de l'enseignant marseillais a été déféré à Paris. Il aurait indiqué aux enquêteurs ne rien regretter de son acte. Il aurait même ajouté avoir honte de ne pas avoir tué le professeur. François Hollande, qui à l'occasion de ses vœux a développé sa vision de l'organisation de l'État et des territoires. Le président était attendu pour ses annonces. Il y en aura eu très peu. Les détails avec Julie Hulin. Plus d'efficacité et plus de rigueur, c'est ce que souhaite François Hollande. S'il s'est félicité d'un taux d'application des lois qui serait en forte augmentation, il en appelle à une accélération des procédures de travail parlementaire pour que les décrets d'application des lois soient pris plus rapidement. Invoquant un État qui doit changer et se moderniser, François Hollande s'est aussi félicité de la nouvelle organisation territoriale. Réforme qui va se poursuivre avec la mise en œuvre de la nouvelle carte intercommunale au 1er janvier 2017. Moderniser également en simplifiant, avec le retour du choc de simplification lancé en 2013. Le président souhaite amplifier ce mouvement et l'appliquer dans tous les domaines. Il a d'ailleurs confirmé la future mise en place du prélèvement à la source des impôts. Enfin, François Hollande a suggéré mercredi d'inclure la réforme du Conseil supérieur de la magistrature dans la révision constitutionnelle prévue dans les prochaines semaines. Une réforme abandonnée en 2013 qui nécessitera un compromis entre les deux assemblées. Les déclarations du chef de l'État ont provoqué des réactions contrastées. En voici quelques-unes sélectionnées par Julie Hulin.
J'attendais en ce début d'année, parce que les vœux, ça doit servir à ça, c'est pas seulement une formalité protocolaire. J'attendais un peu de souffle, j'attendais une vision, j'attendais de vraies réformes dans un moment un peu difficile pour la France. Et elles sont venues très timidement, je trouve. Je pense que c'est pas d'aujourd'hui que tous les gouvernements répondent par des lois à des événements. Je pense que ce gouvernement le fait un peu moins que d'autres et que de demander aujourd'hui au Parlement de travailler un peu plus rapidement, ce n'est pas lui imposer un rythme stakhanoviste. C'est d'éviter parfois des débats un peu inutiles auxquels nous assistons tous dans les deux assemblées. Pas un mot sur la déchéance de nationalité, qui est le fer de lance de la réforme constitutionnelle annoncée par le président. Et ce soir, devant les assemblées, il n'en dit rien ou presque rien. Donc c'est dire sans doute la gêne qui est la sienne dans cette démarche. Le livret A ne baissera pas en février. Son taux de rémunération reste fixé à 0,75%. Confirmation du ministère de l'économie. Un sursis pour les épargnants. Le livret A reste le placement de référence des Français. Plan de suppression d'emplois chez General Electric en France. 765 postes devraient être supprimés, essentiellement par le biais de départs volontaires. Le géant américain prévoit notamment de tailler dans les effectifs de sa filiale Alstom, rachetée en novembre dernier. General Electric confirme par ailleurs la création à terme de 1000 emplois, essentiellement des ingénieurs et techniciens. Emmanuel Macron prévient tout emploi supprimé en France, explique le ministre de l'économie, devra faire l'objet d'une compensation. Ce matin, décision en Conseil des ministres de dissoudre 3 associations cultuelles liées à une mosquée à Lagny-sur-Marne en région parisienne. C'est une première depuis les attentats de novembre. Les dirigeants de ces associations sont accusés d'avoir appelé à la haine et au djihad. On écoute Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur. Il n'y a pas de place dans la République pour des structures qui provoquent, appellent au terrorisme ou appellent à la haine. La relaxe en appel pour Jean-Noël Guérini. Le sénateur des Bouches-du-Rhône avait été renvoyé devant la justice pour détournement de fonds publics dans une affaire de licenciement présumé frauduleux. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a également relaxé le député socialiste Jean-David Ciot. Et puis notez que le républicain Philippe Richert, président de la région Grand Est, est candidat à la présidence de l'Association des régions de France. Élection le 26 janvier prochain. Et avant de refermer ces repères de l'actualité, revenons sur l'information de la soirée. 3 personnes sont mortes dans une avalanche meurtrière sur la station des Deux Alpes en Isère. Parmi les victimes, 2 élèves du groupe scolaire Saint-Exupéry à Lyon. La 3e victime est un skieur ukrainien extérieur au groupe. La coulée de neige s'est produite vers 15h45. Les lycéens étaient en train de skier avec leurs professeurs sur une piste noire censée être fermée. François Hollande a exprimé ce soir la solidarité de toute la nation. On passe tout de suite à la revue de presse. Et on découvre ensemble les unes de vos quotidiens et hebdo. Et Paul, on va commencer, on en parlait il y a quelques minutes, c'est le port de la kippa en une de Libération. À la une de Libération, cette photo, Sonia, des Français de confession juive coiffés de leur kippa. Libération se pose la question, condamnés à se cacher après l'agression d'un professeur marseillais portant la kippa. La consigne a été donnée par le consistoire de Marseille de ne pas la porter en cette période de trouble. La communauté juive est en plein doute, selon le quotidien. On poursuit Paul avec la Croix à présent. Le revenu universel, une bonne idée s'interroge. Le quotidien, vous vous en souvenez, Sonia, on en a parlé il y a quelques jours. Et en plein bouleversement du marché du travail, la Croix propose un éclairage sur cette mesure. Le journal souligne que le revenu de base ou revenu universel retrouve en ce moment des partisans à gauche comme à droite. Quelle est la une du Figaro, Paul? Le quotidien qui fait le point 5 ans après le début des printemps arabes. Un désastre selon le journal. Les rêves de démocratie portés par les révolutions se sont souvent évanouis. Tunisie, Égypte, Syrie, Libye, Yémen ou encore Bahreïn. La violence, note le Figaro, gronde désormais aux portes de l'Europe. Au printemps révolutionnaire, écrit Philippe Gély, a succédé l'hiver islamiste. Pour finir, Paul, le magazine Challenge. L'emploi en couverture et vous découvrez François Hollande face à la courbe du chômage, semble-t-il. Challenge propose 10 mesures chocs qui n'ont jamais été essayées en matière d'emploi en France. Lundi prochain, vous le savez, François Hollande doit détailler son plan. Il précisera notamment les 500 000 formations supplémentaires destinées aux chômeurs de longue durée annoncées le 31 décembre. Le magazine Challenge propose un dossier spécial cette semaine où il sera question des 300 000 postes à pourvoir en 2016. Merci beaucoup Paul, à demain. Merci, avec plaisir. À suivre tout de suite, c'est l'entretien pour aller plus loin sur les sujets qui rythment l'actualité.
Mon invité ce soir est sociologue des religions, spécialiste de l'Église. Il a aussi formé des imams. Bref, il parle avec liberté de toutes les religions, auteur de nombreux ouvrages et aussi de bandes dessinées. Il insiste d'abord et avant tout, c'est très important, sur la pédagogie. Et en ces temps troublés, eh bien, son avis est précieux. On est ravis de l'accueillir. Olivier Bobineau, bonsoir. Bonsoir, merci à vous de votre invitation. Merci. Vous dirigez également, on va en parler tout à l'heure, un cabinet de conseil et d'études en sciences humaines. Mais d'abord, Olivier Bobineau, on vient de voir la revue de presse demain, en une de Libération, cette question condamnée à se cacher, la poser en France, en notre démocratie, en 2016. Qu'est-ce que cela révèle? Ça réveille, je crois, de l'ignorance et des émotions. Je crois qu'il est temps de rappeler quand même plus que jamais ce que c'est que la laïcité. C'est de la liberté de conscience, principe absolu. L'article 1 de la loi de 1905, du 9 décembre, dit de séparation des églises et de l'État, la République assure, et c'est en ce sens que le président de la République, bien sûr, pointe, on assure la liberté de conscience, dont les pratiques sociales sont encadrées par l'ordre public. Voilà, donc ça c'est un principe fondamental. Et il ne faut pas l'ignorer ou feindre. Je dis émotion parce que je crois qu'on est rentré dans cette phase où les individus, les uns et les autres, eh bien, on va s'affronter sur des identités. Et on va prendre un vernis religieux, une loi ici ou là, une interprétation, en oubliant sans doute que l'essentiel, y compris quand j'entends certaines choses sur l'islam, y compris que le propre, à un moment donné, d'une foi, d'une religion, d'une spiritualité, et là je fais mon job de scientifique, c'est aussi la paix, vivre en paix. D'ailleurs, Salam, les 3 lettres d'islam qu'on retrouve dans Jérusalem, la ville de la paix, c'est la paix. C'est la paix. Voilà. Tout à l'heure, lors de notre premier débat, il y avait l'écrivain Marek Alter, le philosophe Yves-Charles Zarka et l'éditorialiste Yvan Riofol. Et Marek Alter disait mais il faut qu'il sorte dans la rue, les musulmans. On l'a beaucoup entendu, il faut qu'ils se manifestent. Alors on lui disait mais ils ne sont pas, évidemment, pas complices. Ils ne cautionnent absolument pas cela, mais il dit qu'il faut qu'ils le manifestent davantage. Qu'est-ce que vous pensez de cela? On les pousse à sortir, à le dire. Est-ce qu'il faut le faire? Ou est-ce qu'au contraire, eh bien, ils le vivent également comme une terrible injustice? Pendant 5 ans, vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai dirigé cette formation des imams. Et quand je voyais des débats, et à un moment donné, un débat sur l'identité française, on pouvait s'attendre à parler de la Révolution française, des Lumières, des valeurs, de la justice. Et finalement, ce débat a abouti à montrer, à considérer comme un bouc émissaire les travailleurs immigrés de confession et de culture musulmane. Et moi, je leur disais, mais il faut vous réveiller, les gars. Et les filles aussi. Il fallait... attendez. Et de fait, ils m'ont dit, mais nous... Voilà, alors il y a une philosophie, il y a une forme de spiritualité qui est de dire à quoi bon, voilà, nous notre foi, eh bien on la vit avec Allah, on la vit en communauté, et il n'y a pas cette idée de manifestation. C'est une idée à la fois très républicaine, issue de la Révolution française, mais il n'y a pas cette idée dans la tradition musulmane nécessairement, et c'est le paradoxe, de manifester sa foi en tant que telle dans l'espace public. Et on pourrait en parler pendant des heures, j'imagine bien, mais quand des jeunes filles vont porter le voile le 3 septembre 1989, elles portent un tchador. C'est aussi pour des raisons identitaires. Mais peut-être, Olivier Bobineau, au-delà de la foi, il faut peut-être arrêter aussi de convoquer les imams, peut-être aussi appeler un petit peu la société civile, tout simplement les inviter, à nous aussi de les inviter sur nos plateaux de télévision et pas toujours inviter, même si on n'a rien contre eux, les mêmes imams pour s'exprimer au nom de cette population musulmane, parce qu'il ne s'agit pas d'une communauté. À nous aussi peut-être, journalistes, chercheurs, etc., à ouvrir un peu ce carcan, à le desserrer. Ah, mais je suis absolument ravi, et je vous prends au mot, Sonia, c'est-à-dire que tous les réseaux que nous avons, tous ces personnes, ces citoyens, ces citoyennes françaises qui en ont ras-le-bol, que 2% d'une population... Et à qui on ne donne pas la parole. À qui on ne donne jamais la parole. Parce que finalement, là encore, c'est une ignorance. Qu'est-ce que c'est que l'islam? C'est une galaxie de sensibilité, c'est une galaxie de doctrine, d'école juridique. Ça n'a rien à voir, on va peut-être y venir, avec la religion catholique, où il y a un chef, un pape, un représentant de Dieu. Là, on a affaire à une diversité. Eh bien, ça serait important d'entendre, y compris cette majorité silencieuse. Oui, donnons la place, donnons la parole à cette société civile qu'on a ras-le-bol, que ici ou là, et en particulier aussi dans les médias, eh bien, ils soient caricaturés, réduits à ce qu'ils ne sont pas. Voilà, c'est dit. C'est important de le préciser. Vous avez employé à plusieurs reprises le mot ignorance. Est-ce que vous croyez qu'il y a, je vais employer le mot choc des ignorances, parce que certains disent, vous le savez, depuis les attentats et puis bien au-delà, qu'il y a un choc des cultures, des civilisations. Vous le récusez totalement, cette confrontation?
3 choses. 1, choc de civilisation, Huntington, professeur américain qui a été très critiqué après sa publication en 86. Bon. 2, oui, critiqué pourquoi? Parce que tout simplement, qu'est-ce que c'est qu'une civilisation? Si ce n'est aussi une hybridation, un croisement. Et s'il n'y en a pas qu'une, il n'y a pas une civilisation globale. Il n'y a pas une civilisation globale, et il n'y a pas une civilisation musulmane, il n'y a pas une civilisation occidentale. Il y a d'abord des process, il y a des cultures, et là, ce dont on assiste, et c'est le 3e chose qu'on pourrait dire, me semble-t-il, c'est d'abord à des chocs d'identité individuelle et collective, et qui prennent, et je reprends cette expression parce qu'elle me semble importante, un vernis religieux. Un vernis religieux, parce que dans cette quête de sens où sont tous les individus, en particulier les jeunes gens, et notamment cette population qui vit dans les cités, il faut être clair, on le voit dans les travaux qu'on peut faire là depuis un an, ils sont en soif d'identité, en soif de sens. Les grands récits se sont effondrés. Le communisme, 1989, tiens donc, quelle drôle d'année. 1989, ça s'effondre. Le capitalisme, on en est revenu. Réduction des inégalités. Croissance, bon, les promesses n'ont pas toutes été tenues. Qu'est-ce qui restait? Le progrès de la science, le progrès de la République. La République se retire de certains quartiers, malheureusement. Qu'est-ce qu'il leur reste à ces jeunes? Il leur reste du sens à trouver par eux-mêmes, avec des symboles identitaires, avec un voile, avec des revendications identitaires. Et puis à un moment donné, il y a quelques malins qui font un islam politique, qui arrivent et qui proposent un kit identitaire. Et ça match, ça fonctionne. Prêt à être ingurgité, avalé, si je puis dire. On pourrait même dire endoctriné. Oui. Olivier Bobino, le sujet, le débat sur l'intégration, le modèle d'intégration refait surface notamment en Allemagne, qui accueille un très grand nombre de migrants venus le plus souvent de Syrie, mais pas seulement. Est-ce que le modèle d'intégration républicaine qui consiste à dire il faut assimiler les individus en faisant comme s'ils n'avaient pas d'histoire, pas de racines, est à changer d'urgence? Mais ça, j'ai l'impression qu'on le dit, on le dit depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est toute la problématique. Il y a eu plusieurs politiques d'intégration. Il y a plusieurs concepts. Au départ, c'était l'assimilation. Donc la métaphore, l'image est claire, c'est la digestion. Bon, tu disparais avec tes racines. Ensuite, il y a eu, à partir de la crise, du premier choc pétrolier, 73, des politiques d'insertion. Donc l'angle économique. Et dans les années 80 et 90, c'était la politique d'intégration. C'est-à-dire qu'il faut passer un contrat entre la partie qui veut s'intégrer et le tout, la société, qui va l'accueillir. Et il me semble qu'aujourd'hui, la question, elle n'est pas tant celle de l'intégration, parce que c'est compliqué à définir, elle est surtout celle de bien-être et de vivre ensemble. Et pour cela, on a des super vivre ensemble, mais dites-moi, qu'est-ce que vous mettez dans ce concept qui me semble tellement... Mais alors, bateau, creux. valise, Oui. creux, bien sûr. Pour moi, c'est un régime. Qu'est-ce que c'est qu'un régime? Un régime, c'est un cadre politique et juridique qui a un principe, c'est la liberté de conscience. C'est d'actualité aujourd'hui. C'est la liberté de conscience, mais qui est encadrée, par la paix civile, pour reprendre Montaigne, qui avait connu les 8 guerres de religion, là où le bourreau de Carcassonne va scier vivant un protestant et en prendre le foie. Oui, il a connu ça, la Saint-Barthélemy. Il a écrit ses essais. Le chapitre central s'appelle Liberté de conscience, et après, la paix civile. C'est ça, nos 2 mamelles, les 2 mamelles de Marianne, c'est ça, nos 2 piliers, c'est ça. Il faut le rappeler. Rappelons-le, Il faut le ensemble. proclamer. Vous avez fondé, je l'ai dit tout à l'heure, un cabinet de conseil et d'études en sciences humaines pour promouvoir justement la paix, le dialogue, etc. Est-ce que vous êtes toujours très consulté par les ministères et les responsables politiques? Parce qu'on a l'impression quand même, et ce n'est pas qu'une impression, qu'ils sont en manque, d'idées nouvelles et d'inspiration sur ces sujets. Disons que nous travaillons, avec certains pouvoirs publics, sur ce que je venais de dire. C'est-à-dire, oui, ce régime-là, fantastique, qui est la laïcité. Mais je ne peux pas trop vous en dire là maintenant, puisque tout ceci est en cours, et tout ceci aussi, si vous le permettez, est un sujet sensible. Et je ne vais pas improviser une théorie sociologique, anthropologique. Non, mais vous travaillez avec... Mais nous travaillons, et il faut de la durée. Voilà, ce que nous on dit, c'est qu'il faut de la durée, et il faut du vrai. Il faut du vrai. On accompagne des jeunes et on dit, c'est quoi pour vous la laïcité? C'est quoi pour vous le respect? C'est quoi pour vous l'amitié, la bienveillance? Eh bien, après le discours, on va dans le vrai. Et là-dessus, on va travailler avec ces jeunes, notamment. Alors, est-ce qu'il est dans le vrai? Parce que dans ce concert mondial, il y a une voix, Olivier Bobino, qui appelle à la miséricorde. C'est son premier ouvrage depuis qu'il est au Vatican,
Le pape François a choisi un livre de confidence intitulé, ça ne s'invente pas, Le nom de Dieu et miséricorde. On va en parler, mais d'abord sur les discours et les prises de position de ce pape. Sans surprise, il appelle bien sûr au dialogue. Il dit aussi que l'Europe doit ouvrir encore les bras aux migrants. Comment un tel discours il est encore perçu aujourd'hui avec autant de difficultés, autant de défis qui nous sont opposés? D'abord, c'est le premier pape, et vous le savez, on en a parlé, c'est le premier pape jésuite. Donc c'est un as de la com. C'est un as de la com. Oui. Il est pragmatique. Il regarde les cas concrets. En théologie, donc le discours sur Dieu, il y a ce qu'on appelle la casuistique. Il y a les principes, mais le cas concret, en vrai, ça donne quoi? Et ce pape-là, c'est un bon jésuite. Il a eu ses 7 ans de théologie, formé, formaté. Et là-dessus, eh ben, il innove. Il innove sur des points précis. Je résumerai d'un seul mot, manière d'être évangélique. Et là, il prône son retour aussi à cet évangile, à ce texte, cette bonne nouvelle en grec, qui considère que finalement, ben, il ne faut pas juger, c'est l'amour du prochain, etc., etc. Donc là, d'un côté, il y a ce retour à l'évangile. Mais ce qui est étonnant, il est complexe en même temps. D'un côté, il y a cette idée de, contrairement peut-être à ses prédécesseurs, qui étaient assez conservateurs, qui étaient très aussi doctrinal, magistral. Lui, c'est un bon jésuite, manière d'être, posture, cas concret. Très politique aussi, on l'a dit dans le sens pragmatique. De la com, voilà, de la com, de la com. On le voit avec ce livre, il est présent sur le terrain, il peut parler, etc. Et donc, en même temps, conservateur. Parce que, regardons un petit peu. Attendez, ça, vous allez à contre-courant un petit peu de ce qu'on dit. Conservateur, c'est pas la chose que l'on entend le plus souvent sur ce pape-là. Attendez, il a grandi où? Bon. C'est quoi la société dans laquelle il grandit? C'est quoi le christianisme? Pour être clair, tout son parcours explique ce qu'il est, oui. Dans son bouquin, oui. Il commence par dire miséricorde. Bon, alors miséricorde, c'est un terme très important dans la tradition sémite, c'est-à-dire la tradition pour les juifs, pour les chrétiens et les musulmans. Ça se dit Raïm, Ram, en hébreu. La miséricorde, c'est le pardon, c'est la générosité. C'est surtout l'attribut de Dieu. Il revient 129 fois dans la Bible. Il revient 114 fois dans le Coran. Donc c'est le gros prénom de Dieu. Enfin, c'est le nom de Dieu. C'est l'un des attributs. Bon, très important pour les musulmans, les juifs et les chrétiens. Ce qui est intéressant, c'est que là, ce pape, il parle de la miséricorde. Mais attention, regardons un peu, qu'est-ce qui se passe derrière? La miséricorde, c'est parce que l'homme est pécheur. L'homme est pécheur. Oui. Bon, très bien. C'est pour ça qu'il a besoin d'être pardonné. Voilà, il a besoin d'être pardonné. Bon. Et donc, ce qui est condamné, c'est le péché, c'est pas l'homme. Et donc, Dieu, miséricordieux, miséricorde, ça veut dire le cœur penché vers la misère, vers le malheur. Miséricorde. Bon, cœur penché vers le malheur. Ce qui est intéressant, c'est que Vatican II, 1962, 1965, grande réforme, 16 documents conciliaires. On est tous d'accord là-dessus, euphémisation du péché. Le péché, oulala, la culpabilité, tout ça, c'est pas très moderne, hein. C'est un contrôle qui vient d'en haut, la loi divine, du passé, de la tradition, qui réduit l'homme au péché, péché originel, tout ça. Voilà, avec Augustin, le sexe, le péché charnel, bah, pas bien, pas bien, pas bien. Ça fait peur, là. Et donc ça fait peur. Et donc Vatican II, les théologiens sont tous d'accord pour dire, bon, c'est important, l'homme est pécheur, mais attendez, il faut l'appeler à la responsabilité. Donc déjà, une conception plus moderne. Là, ce qui est intéressant, c'est que le pape François, en réhabilitant certes la miséricorde, quand vous regardez son livre, il réinsiste sur le péché. Il réinsiste sur la honte aussi de péché. Il réinsiste sur la culpabilité. Et pour ma part, pour connaître aussi et avoir travaillé différents courants théologiques, je me dis, qu'est-ce qu'il est complexe? D'un côté, des manières d'être évangéliques, y compris sur le jugement de morale personnelle, sexuelle, les homosexuels, l'immigration, la politique internationale, l'environnement. Mais d'un seul coup, dès qu'il s'agit d'une morale traditionnelle, d'une théologie... Le masque conservateur est là. Alors, masque, je ne sais pas. Moi, je pense que c'est... Le vrai visage. C'est aussi l'un des visages. Mais expliquez-moi, dans le livre, le pape argentin, il raconte son parcours, sa foi et sa relation particulière. Ça m'intrigue, je voudrais que vous m'expliquiez, singulière avec les prisonniers dont il lui est arrivé de laver les pieds. Et il dit ceci, je ne suis pas meilleur qu'eux. Oui. Comment expliquer cette proximité avec les détenus, de manière générale, qui ont commis un péché, si je puis dire, ça c'est sûr, oui, ils ont été condamnés. Comment expliquer ce rapport? Il a vraiment l'air d'être très proche de... Ah mais c'est pas il a l'air, il l'est. Pourquoi? Si vous voulez, c'est cette ambivalence qu'on va retrouver rapidement. D'un côté, lavement des pieds. Bon, lavement des pieds, c'est l'un des actes très importants de Jésus dans l'évangile de Jean.
Bon, l'un des 4 évangiles, il lave les pieds. Et il dit, d'ailleurs les apôtres disent, mais attends, tu te rends pas compte, c'est l'esclave qui fait ça. Oui. Et il répond, mais qui me voit le Père. Bon, donc, voit Dieu. Bon, bam, la claque dans la figure, renversement de la hiérarchie. Mais en même temps, dans le même passage, il dit en même temps, j'ai honte. Exact. Le péché. Donc, là encore, complexité. Oui, retour à l'évangile, ce qu'on disait tout à l'heure, manière d'être, évangile, mais en même temps, péché, culpabilité, c'est pas bien, donc, honte. Olivier Bobineau, meilleure conclusion, c'est un pape jésuite, complexe, politique, pro de la com. Brillant, pro de la com, mais aussi retour évangélique à des questions de fond. C'est bien sûr lui qu'on voit. Oui. L'Empire des papes, à lire, passionnant, et quand même cette bande dessinée magnifique, je vous avais reçu, L'Empire, vous nous en aviez parlé, une histoire politique du christianisme aux éditions Les Arènes. PD, merci beaucoup, c'était un plaisir de vous recevoir. Merci à vous. Par vous. On arrive presque à la fin de cette émission, et comme d'habitude, ce sont les moments choisis, c'est le zapping de Public Sénat, regardez. Cela ne me choque pas du tout, la déchéance, ça existe déjà, on le fait, pas beaucoup, uniquement pour les naturaliser, c'est l'article 25 du Code civil. Je souhaite, moi, qu'il y ait une mesure pour tous les Français. Je ne vois pas très bien, d'ailleurs, pourquoi, à partir du moment, et ça c'est un vrai sujet qui touche pas seulement la gauche en réalité, mais qui touche l'ensemble de la nation, faire en sorte que seuls les binationaux puissent être déchus, ça pose quand même un problème. On ne réunit pas un congrès pour faire une représentation théâtrale. On ne réunit pas un congrès pour faire une pulsion. Gérard Larcher a ainsi exprimé sa méfiance envers les lois de pulsion rédigées à la hâte en réaction à un événement. Et cette méfiance s'exprime d'autant plus lorsqu'il s'agit de réformer la Constitution. Le message envoyé au gouvernement est limpide. Inutile de se presser, surtout quand il s'agit de veiller aux libertés fondamentales. Un avis partagé par les sages de tous bords. Pourquoi toute cette suspicion autour des vaccins aujourd'hui ? Marisol Touraine propose une large concertation citoyenne sur ces questions et je pense que c'est une bonne proposition. La vaccination, l'invention des vaccins et la vaccination massive constituent de toute évidence un progrès pour la santé publique depuis des décennies, mais depuis plusieurs années maintenant, des professionnels et des associations de patients nous alertent sur des effets secondaires graves, semble-t-il, y compris le développement de maladies très graves. Je considère qu'un juif peut porter la kippa, qu'un chrétien peut porter une croix, que tel ou tel peut porter un signe. Et que cette équation, elle démontre dans quel état notre société est. Apporter doit continuer à apporter, mais c'est surtout l'appel, il est donné à la société. Il faut que notre société permette ou se batte pour éliminer cette idéologie djihadiste et tout cet antisémitisme qui renaît dans le pays et qui empêcherait des juifs de continuer à vivre normalement avec une kippa sur la tête. Et si le rôle de l'État est de protéger les Français, il ne peut pas s'arrêter là. L'État doit assurer la solidarité indispensable, aussi bien entre les citoyens qu'entre les territoires. Il doit soutenir l'économie et donc l'emploi. Il doit permettre un accès de tous aux services essentiels, l'éducation, la santé, la culture. 120 chômeurs de longue durée, comme Mireille, participent au projet Territoire Zéro Chômeur longue durée. Un dispositif proposé par l'association ATD Carmonde. L'objectif, c'est simple, c'est de s'organiser pour proposer un emploi en CDI à temps choisi, donc à temps plein si les personnes souhaitent temps plein, et à temps choisi si les gens souhaitent travailler moins pour des raisons de santé ou autres. Des emplois en CDI financés par la réaffectation des dépenses sociales liées au chômage de longue durée. Moi, je veux d'abord exprimer ma solidarité avec les salariés en question. D'ailleurs, même une ministre du gouvernement, Mme Boitard, avait eu un discours un peu similaire à cette réaction-là. Je veux à mon tour l'exprimer parce que c'est tout à fait intolérable. Si on veut criminaliser ainsi l'action syndicale, alors
On sait qu'il y a de la dureté dans les combats, ça arrive parfois, on l'a vécu, mais la dureté des plans sociaux, les vies que l'on casse en fermant les entreprises, et puis les propos qu'il y a pu y avoir de M. Maurice Taylor, le repreneur de Goodyear, de la boîte Titan américaine, qui avait tenu des propos absolument scandaleux à l'endroit des travailleurs français globalement, on peut aussi contribuer à cette réaction. Et on arrive à la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. On se retrouve bien sûr demain, 22h, 23h30 pour les débats. Et puis l'entretien. Nos autres rendez-vous, c'est demain matin, Territoire d'Info. L'invité, c'est le sénateur Les Républicains, Roger Carotti. À demain donc, avec plaisir bien sûr. Belle et douce fin de soirée en notre compagnie.